il est bien aussi en couleur. C'était les premières caméras. Les gens avaient encore plein de télé en noir et blanc, tu vois. Ouais. Elles existaient déjà depuis 8 ans, tu vois, parce que c'était... Là, c'était en 76, 77, tu vois. Donc, mais pour les gens, c'était quand même relativement pas pour tout le monde. Ouais. Et un jour, il était dans un supermarché, puis il y a quelqu'un qui l'a regardé, il fait « Oh, c'est le con de la télé !» Ouais. J'imagine qu'il a dû avoir une répartie bien salée à la... Oh non, dans ces cas-là, tu sais, t'es tellement... Tu restes quoi? Tu es un peu sidéré. Ouais. Puis t'as pas intérêt à répondre, non. Ah bah, c'est bien, moi j'aime bien les gens sans filtre. De toute façon, lui, il était un peu sans filtre à l'antenne. De toute façon, oui. Puis il a été même sans filtre dans la vie. Il s'est fait quelques ennemis parce qu'il était un peu trash. Ouais. Même avec moi. Hein. Un peu beaucoup. Mais moi, j'envoyais chier. Ouais, je pense. Alors, il me disait, il me rappelait 2 heures après. Je suis con. Au moins, il s'en rendait compte, c'est bien. C'est sa femme qui me rappelait quelquefois. J'ai dit à Pierre, mais qu'est-ce qui te prend? Tu déconnes. Evelyne Grandjean nous amuse depuis des décennies, toute notre vie d'ailleurs pour la plupart d'entre nous. Quand on sait que Madame a travaillé avec Albert Camus, Thierry Leluron et Pierre Desproges, on obtient une bonne idée de son immense talent. Pour ceux qui aiment les détournements, Evelyne nous a fait rire sur Derrick contre Superman et La classe américaine de Michel Hazanavicius et Dominique Mézeret. Pour les dessins animés, elle était Harley dans Dr. Slump, l'autre série d'Akira Toriyama, mais également dans Babar, Les Pierres à Feu, Les Petits Malins, Hello Kitty, Les Razmoquettes, Oui, ainsi que La Vache Clarabelle pour Disney. En jeux vidéo, Alan Wake, World of Warcraft Battle for Azeroth, Fallout 76, A Plague Tale Innocence, Hogwarts Legacy L'Héritage de Poudlard, Diablo 4. Dans les séries, elle suit régulièrement la comédienne Kate Burton. Et puis Evelyne, c'est aussi Vidéo Gag, où pendant une décennie, elle faisait vivre les gamelles les plus dingues des vidéastes amateurs, ainsi que les guignols de l'info. En somme, une vie entière dédiée au rire et au divertissement. Alors, le savais-tu ? Chaque premier samedi du mois d'avril a lieu la journée internationale, c'est pas facile à dire, de la bataille d'oreiller. C'était la semaine dernière. Oui. As-tu participé ? Bien entendu. Le seul problème, c'est que c'était un oreiller à plumes, donc j'ai toussé pendant 3 jours, mais sinon, si tu veux, c'était sympa. C'est bien. Les organisateurs de ce mouvement ont déclaré « L'un de nos objectifs est de rejeter le fléau de nos villes causé par l'invasion sans fin de la publicité dans l'espace public. Le résultat, nous l'espérons, sera une communauté mondiale de participants et non de consommateurs. » Et toi, Evelyne, quel est ton sentiment sur la pub ? On en a besoin pour faire tourner le commerce ou il y en a trop, il y en a marre ? Moi, je pense qu'on en a besoin, il faut être lucide. Dire qu'on n'en a pas besoin, c'est de l'information. Ouais. Bon, alors la saturation, il y en a forcément, parce qu'il y en a partout. Il y en a justement sur Facebook, sur partout. Tu es obligé de les effacer, de dire ça ne m'intéresse pas, ou j'ai déjà acheté une Rolls, donc c'est pas la peine de me remettre la pub. Tu vois, donc ça c'est fatigant. Mais on peut se débrouiller aussi pour les zapper et ne pas les regarder. On n'est pas obligé. Hein. Donc t'es pas traumatisé par ça ? Non, je suis pas traumatisé, non. Bon. Et il y en a des marrantes, hein. C'est vrai qu'il y en a, oui. J'en ai pas fait beaucoup. Je crois que j'en ai pas fait pendant 20 ans. Je parle de télé. Ouais. Et j'en ai fait une l'an dernier. Et alors j'ai accepté parce qu'elle était marrante. Ok. Donc je ne fais aucune pub télé si c'est pas drôle. C'était sur quoi ? C'était pour de merveilleuses résidences pour les seniors. D'accord. À 3,5 milliards le mois, enfin des trucs très chouettes. Ça se tournait d'ailleurs dans cet espace à Versailles qui est absolument extraordinaire. Ouais. Et ce qui était drôle, c'est que je parlais des vieux en disant ils sont chiants, ils sont jamais contents, ils aiment pas bouffer ce qu'on leur donne, ils se couchent trop tôt. Et en fait, à l'image, tout contredisait ce que je disais. C'est-à-dire que dans cet espace, on se couchait tard, on avait de l'animation, on était bien nourris. Enfin, voilà. Mais c'était drôle à faire de ce point-là, si tu veux. Donc voilà. Tu as déjà fait des pubs avant, par le passé, des choses qu'on t'a... après, on t'a donné ou tu as eu des réductions ou tu n'as pas vendu, je sais pas quoi. Il n'y a jamais des réductions. Des lessives et hop, vous avez une réduction à vie. Pas du tout. Enfin, moi, de toute façon, je les ai faites beaucoup plus tôt. J'en ai plus refait pour j'ai fait que les pubs radio. Ça, j'en ai fait énormément. La pub radio, je me suis bien marrée. Ouais. Il y a une période folle de la pub radio qui était drôle, où on s'était déjanté, si tu veux. Je trouve que ça l'est moins maintenant, parce qu'il faut vendre, il y a une espèce d'angoisse
Il ne faut pas dire quelque chose de travers. Voilà, il faut essayer de cibler, atteindre la cible, tu vois. Bon. Et à l'époque, on a fait des trucs complètement cinglés avec Bernard Verlet, entre autres, qui en a fait, qui dirigeait, avec des gens, Jean Alois, des gens avec qui Didier Brun, des gens avec qui j'ai adoré travailler. Et on était j'en ai fait avec Michel Blanc, avec toute cette génération. Oui. Et on s'est poilé en faisant de la publicité, donc ça c'était sympa. Oui. Orangina Oui. Je l'ai fait, mais il y a très longtemps. Complètement. Ouais, des trucs comme ça, quoi. Bien cinglés. Comment en es-tu venu à faire de la comédie, enfin de la comédie un métier? Ah bah écoute, je vais te dire, j'avais 15 ans. Mon père, qui était très artiste, très, très ouvert, il trouvait que j'avais un don, que quand je disais des poésies... Alors il m'a inscrit à un cours. D'accord, c'est ton papa. Oui, il m'a dit, il faut que tu prennes des cours de poésie. Je suis arrivée dans un cours de poésie qui était un peu moisi, c'était vraiment extrêmement démodé. Et je lui ai dit, tu sais, papa, c'est ennuyeux. Alors on a trouvé un prof de théâtre. Donc j'ai commencé des cours de théâtre à 15 ans et tout de suite j'ai bossé parce que j'ai fait de la radio, tout de suite, à Lausanne, puisque j'habitais Lausanne. Ok. Et ensuite, à 17 ans, j'ai commencé à jouer. J'ai été engagée par le théâtre municipal de Lausanne pour 3 pièces. Et je suis partie en tournée à 17 ans, voilà, dans tout. Voilà. C'est quelque chose qui t'a Puis plu? j'ai commencé à faire de la télé, du coup, à Genève, puisque c'était à Genève le siège de la télé. J'ai commencé à faire des télés qui étaient en direct. Ben oui, parce que je suis extrêmement âgée. Donc à l'époque, c'était en direct. Et je rattrapais les trous de mémoire de mes camarades plus âgés qui n'avaient jamais fait ça, qui étaient paniqués. Et j'ai rattrapé des coups fumeux. La Locandiera, par exemple. C'est quoi ça? C'est une pièce. Si tu me demandes l'auteur, ça m'énerve parce que. Goldoni. Ok. Mon partenaire, de me passer un mouchoir, c'est qu'il jouait un rôle primordial dans la pièce. Il ne sortait pas de sa poche, tu vois. C'est un truc dans costume d'époque, tu sais. Donc, et votre mouchoir, monsieur? Et je disais, mais il me semble que je vois aller passer quelque chose dans votre poche, tu vois. Il disait, puis il comprenait toujours pas, tu vois. Mais c'était en direct, tu vois, tu avais les caméras qui. Donc ça, c'était le théâtre. Donc c'était du théâtre filmé, mais j'ai fait aussi les 10 petits nègres, une version des 10 petits nègres, Ok. où j'ai dû apprendre à fumer parce que je fumais pas. J'avais 17 ans. Mon père fumait beaucoup. Tu fumais pas. Mon père fumait beaucoup. Je dis, tu vas pas apprendre, ne serait-ce qu'à tenir une cigarette. Ouais. Et après, je fumais pas, je faisais semblant, mais si tu veux, au moins, il a dit, tu la tiens comme ça. Voilà, d'accord. Donc j'ai commencé à travailler très jeune. Puis ensuite, il fallait aller à Paris pour aller plus loin, quoi. Donc, c'est obligatoire, tu pouvais pas réussir ailleurs. Si, il y avait du travail sur place, mais pour évoluer, pour avoir plus de choix, élargir ma palette, c'était important d'aller à Paris. Après, il y a eu tous les centres de théâtre dans tous les coins de France, mais c'était le début. À ce moment-là, il n'y avait pas encore tout ça. Donc, je suis partie à Paris chez les amis de mes parents, donc j'étais à 19 ans. Et puis, je voulais faire du théâtre, quoi. C'est quelque chose qui t'a parlé tout de suite, le théâtre, ou... Oui. Ou parce que tu l'as fait parce que papa t'avait non, ça orienté? m'a plu. Dès que j'ai pris un cours de théâtre, j'étais folle de joie. Qu'est-ce qui te parlait? C'est l'expression, c'est comment expliquer? Si tu aimes la musique, comment t'expliques pourquoi tu aimes la musique? C'est une expression artistique qui fait que tu peux évacuer des tas d'émotions, les exprimer, les partager. Il y a aussi du cabotinage quand tu es jeune parce que tu fais rire. Je faisais l'imbécile avec mes frères au piano. On faisait des tas de parodies sur des disques. On les mettait en 78 tours au lieu de 45. Ça faisait des vitesses accélérées. Ouais. Donc j'avais cet esprit aussi rigolard, quoi. Donc ça me convenait aussi. Puis après, une fois que tu es dedans, tu te passionnes parce qu'il y a des personnages, il y a des rôles, il y a des histoires, il y a un contact avec le public. C'est génial. Ouais. Tout de suite, c'était la comédie, toi. Hein. Le théâtre, quoi. Plus que la dramaturgie, tu vois ce que je veux dire? J'ai travaillé aussi des rôles tragiques. Okay. Disons que, oui, j'ai travaillé Iphigénie en Aulide, qui est un monologue absolument somptueux, où elle supplie son père de ne pas la tuer. Je t'en dis trois phrases, tu pleures. Oui, on va pas rigoler. Ouais. Si je commence, moi, je me mets à pleurer. Tellement c'est beau. Donc j'ai travaillé ça, puis aussi des comédies. Puis en fait, quand je suis arrivée à Paris, je suis allée chez des professeurs... de l'époque, Julien Berthaud, Françoise Roset,
Et en fait, mon premier contrat, c'était avec Albert Camus. Waouh. Donc, il cherchait une comédienne pour les possédés de Dostoïevski. Oui. Donc, c'était pas la comédie. Non, c'est vrai. J'ai passé audition, c'est lui qui m'a donné la réplique. Et puis, il hésitait. Et il y avait une comédienne plus âgée qui m'avait connue à Lausanne. Et puis, elle lui a parlé. Elle avait joué avec moi pendant 2 ans. Il a monté les escaliers en courant. Il m'a dit, c'est toi qui le fais. Oh. Donc, je suis rentrée, je planais. T'étais impressionné? J'étais à 50 cm du sol. C'était au Théâtre de l'Œuvre, à l'audition. Et comme j'habitais Place de l'Europe, je suis rentrée à pied, c'était à côté. T'étais impressionné par l'homme? Pas du tout. Non. Non, j'étais émue. Je voulais le rôle, donc j'étais dans le texte, j'étais dans le personnage, c'était Dasha, personnage martyrisé, très très douloureux. Donc j'étais branchée sur la réplique, sur le rôle. Ouais. Et puis après, on a répété ensemble, c'était génial. Et c'est l'hiver où il est mort. Il est mort pendant la tournée. Wow. Ah ouais. Vous l'avez terminé sans lui, du coup? Ah bah oui. Heureusement que c'était une pièce triste. Hein. Parce qu'il est mort en rentrant du Midi avec Gallimard, Michel Gallimard, dans la Facelle Vega somptueuse de Michel Gallimard. Et ils se sont plantés dans un platane. Les fameux platanes. Alors que lui, il n'aimait pas conduire, il avait une Fiat 600, il n'aimait pas... Donc, malheureusement, c'était un hiver tragique. Oui. Ouais. Donc, t'as commencé... Mais une expérience extraordinaire, des répétitions, Il me raccompagnait quelquefois en voiture parce que j'étais gamine. Il disait non, tu rentres pas, je te dépose. Hein. Comment il bossait? Bon, non, la sérénité, la bienveillance, l'humour, merveilleux. Ça t'allait comme un gant. Dans les années 70, tu as participé à des jeux télévisés comme les Jeux de 20h et l'Académie des 9, les Incollables. Tu peux nous rappeler ce que c'était que tout ça et ce que tu y faisais? Alors, ce que je faisais dans ces jeux, c'est répondre à des questions, deviner, on me posait des cols, il fallait trouver, ou alors faire deviner. Dans les Jeux de 20 heures, je devais faire deviner un adjectif, et donc improviser. Donc, c'était de l'impro rigolote. Dans l'ensemble, si on déconnait, c'était bienvenu. Ok, vous étiez encouragé à ça? Non, mais on avait envie, on était une bande de rigolos. Je veux dire, il y avait Carlos, il y avait... plein de potes, Sim, Topalov. Et aussi, dans l'Académie 9, c'était différent. Il y avait aussi des scientifiques, des auteurs. C'était très mélangé. Mm. Et puis, les Incollables, c'était pour la Suisse et le Luxembourg. Là, c'était vraiment des cols. Il fallait qu'on devine des questions assez pointues. Et on avait une forte tête qui était un savant, comment il s'appelle? Berger, je crois qu'il s'appelait. C'était vraiment... Alors lui, il était âgé déjà. Il connaissait tout sur tout. Et lui savait tout sur tout. Il était extraordinaire, sympathique. Il avait été en camp de concentration. C'était un monsieur qui était bien revenu de tout, qui avait la distance, qui était un peu âgé, qui voyait plus très clair. Quelquefois, je lui disais, tu sais, ta cravate, elle n'est pas très nette, il faut que tu changes de cravate. Mais c'était intéressant parce qu'on a toujours appris plein de trucs dans ces jeux. Ouais. On apprend plein de choses, finalement. Ça a l'air stupide comme ça ou superficiel, non, on peut s'amuser, mais c'est vraiment de la culture générale. Ouais. Et on peut aussi s'amuser, forcément, mettre en boîte. De toute façon, c'est la meilleure façon d'apprendre, en fait, ludiquement. Hein. Mais tu sais, je regarde, moi, les jeux. Quand j'ai envie de me détendre, je les regarde parce que j'aime bien tout ce qui est jeu de langage, deviner des mots, j'adore. Et je suis devenue, d'ailleurs, extrêmement rapide parce que j'ai un entraînement, je ne peux pas dire autrement. Quand je les regarde, je devine avant. Il faut que j'aille jouer. Mon fils me dit, mais vas-y. Tu rafleurais tout. L'impro, ça t'a tout de suite parlé aussi? J'ai fait de l'impro, oui. Ça t'a jamais impressionné? Pas du tout. J'en ai fait dans les cours de Yves Furet, qui avait un cours très réputé à l'époque, qui était un personnage particulier. Elle était bizarre, un peu bizarre. Mais enfin, on faisait beaucoup d'improvisation. Et ça, après, comme j'ai écrit des spectacles aussi de café-théâtre, que je me suis mise aussi à l'écriture, moi, je peux improviser 1 heure. Dans une pièce, j'ai joué une pièce de Dario Fo, qui est un grand auteur italien de commedia dell'arte, qui est un personnage génial. J'ai joué Faux pas payé, et quelquefois,
comme c'était une pièce sur la difficulté d'être, de vivre, de se nourrir, des gens très très pauvres, quelquefois j'improvisais sur un incident local. S'ils avaient déversé 2 tonnes de salade devant la préfecture, je le mettais dans le texte de la pièce. Ah ouais. Les gens étaient ravis. Parce que tout à coup, ils étaient dans leur vie de tous les jours. Ouais. Et puis quelquefois, mon copain aussi, il a eu un trou de mémoire, j'ai improvisé. C'est fou ça. Parce que tu sais que ça peut faire peur, hein, l'improvisation à beaucoup Et de il y a des comédiens. acteurs qui ont très peur de ça, et moi, pas du tout. Moi, juste, ça m'excite plutôt, ça me fait plutôt rigoler, ça me stimule plutôt. Oui. C'est un super Ouais. pouvoir pour un comédien, l'improvisation. J'ai même fait des trucs en verre. J'étais à RTL et il y a, comment s'appelle ce comédien qui a beaucoup travaillé chez eux, qui était plutôt un animateur, et il faisait des impros en verre. Ah, Et ok. je dis, on a fait un concours, et je me suis improvisé aussi en alexandrin. Mais c'est rigolo. Ah ouais, enfin, J'aurais pas fait 2 heures, mais si tu veux, j'adore. faut pouvoir. Hein. C'est pas à la portée de tout le monde. Alors, tu as fait pas mal de radio, justement, t'en parlais. Ouais. Notamment aux côtés de 2 monuments du comique à la française, Thierry Leluron et Pierre Desproges. Je dis pas de bêtises? Absolument pas. Bon. Alors, pourrais-tu nous parler de ces 2 hommes? Comment étaient-ils dans la vie? Comment travaillaient-ils? Qu'est-ce qu'ils ont apporté à l'humour français, selon toi? Alors, j'ai commencé par Thierry. Alors, Thierry, en fait, il est venu voir le spectacle qu'on jouait avec Pierre. Et du coup, il nous a pris en première partie, quand on a monté notre spectacle, Ah, ok. voilà, à l'Olympia. Donc, tu jouais sur scène avec Pierre Alors, Desproges. attends, il y a eu 2 trucs. L'Olympia, c'était le spectacle avec Catherine Allégret. Ouais. Ça, c'est le spectacle que j'ai monté avec Catherine Allégret. Ça, c'est là que Thierry nous a prises en première partie. C'était son talent d'aller chercher des gens nouveaux dans cet univers et de leur donner une chance comme ça en première partie. Donc c'était top. J'étais avec Souchon qui était en première partie avec Laurent Vulzy encore. Hein. Pas mal. Et on a fait des impros le soir de la dernière. Donc Thierry, c'est un type formidable. Il était très très ouvert, très sympathique, très gentil. Il n'y avait pas de méchanceté chez lui. C'était quelque chose de très agréable, très professionnel, que j'ai que des bons souvenirs. Je suis absolument pas entrée dans son intimité. C'était simplement dans le boulot, mais on se voyait souvent. Parce que quand on a fait Les Parasites sur l'antenne, on était quand même tous les samedis à France Inter. Et j'ai eu beaucoup de plaisir, vraiment. Toujours. Pierre, je l'ai connu parce que j'étais dans le spectacle que je jouais avec Allégret à l'Olympia. Il présentait avec son humour habituel. Puis en fait, comme on s'entendait bien, toute la petite troupe, on voulait faire peut-être un spectacle ensemble. Mais Laurent, Voulzy et Souchon, ils partaient en tournée. Allégret, je crois qu'elle avait un tournage ou je sais pas quoi, elle ne pouvait pas. Et on s'est retrouvés, Pierre et moi. Et Pierre et moi, on dit, on va se monter un spectacle. Et c'est comme ça qu'on a écrit un spectacle avec Pierre Desproges, qu'on a joué à Mouffetard. Ok. Combien de temps? Au Coupe-Chou. Pendant plusieurs mois. Et ensuite, Thierry nous a recontactés pour faire justement un sketch aussi, ou 2, à Bobino. Ok. Donc on faisait les 2. On faisait Bobino et puis le café-théâtre dans la même soirée. Et t'étais pas encore à l'antenne avec Pierre à ce moment-là? Ça, c'était juste après la radio. Oui. Ça s'est fait juste après, ou peut-être presque simultanément. Je me souviens plus. Ça s'est un petit peu chevauché. Ok. Oui. C'était comment de bosser avec Pierre? Ah Pierre, quelle intelligence, quel humour, adorable. Je m'entendais très bien avec lui. Puis on était très différents, on se complétait assez bien. Alors, on a même travaillé pour la radio pour l'été, et on a fait au théâtre ce matin, plutôt que de faire au théâtre ce soir. Et en fait, là, on s'est alterné. Je faisais un poème un samedi, lui, il faisait un poème le samedi suivant. Puis on a aussi écrit un feuilleton, où il se passait jamais rien. Et là, on écrivait aussi un peu ensemble, où tout à coup, j'écrivais une scène et il en écrivait une autre, et on se rejoignait. Et on a vraiment eu du plaisir à travailler ensemble. Il n'y avait aucun problème. C'est comme ça votre façon de bosser? Tu proposais une idée, il rebondissait dessus? Oui, ou l'inverse? On a fait aussi une chanson, pas le roi Renaud, mais Renaud le roi, qui rentre du boulot, qu'on a faite dans les émissions des Carpentiers, là, avec un costume moyenâgeux. J'avais un Hénin et lui était une très jolie chanson dont j'ai fait la musique. Ah, oui.
Ok. Et pour spectacle avec Allégret, j'ai fait aussi la musique des chansons. Voilà. Ah, tu es donc musicienne. Je suis pas professionnelle, c'est toujours pareil, c'est un peu touche à tout. J'avais fait un peu de piano, quelques cours de piano quand j'étais jeunette. Puis ensuite, on avait un piano à la maison, tu sais. Alors, papa jouait très bien du piano, merveilleusement bien. Maman aussi. Donc, tous les trois enfants, on était sur le piano. Ah, ok. C'est naturel. À tel point que maman, sachant qu'on allait jouer du piano en rentrant, elle disait juste « Lavez-vous les mains !» Avant qu'on touche le piano avec nos doigts pleins d'encre. Donc, j'ai pris... j'avais un petit don pour ça. Et j'ai écrit des petites mélodies, voilà. Ok. On parlait de leur façon de travailler un petit peu. Tu saurais me dire, en quelques mots, comment c'était? Pierre, on se retrouvait. On se retrouvait soit chez lui, soit chez moi. Ouais. Et puis, on faisait le topo. On disait, bon, qu'est-ce qu'on va écrire, comment, etc. Et puis, peu à peu, on l'a créé. Même une fois, c'était dans un bistrot. On a trouvé le titre dans un bistrot. C'est lui qui l'a trouvé. Quelle était verte ma salade? On a cherché longtemps. Ouais. Et on bavardait, ça se créait. On disait, tiens, on va faire un sketch là-dessus. Bon, on va faire un sketch là-dessus. Ça s'est fait peu à peu, en bavardant, en rigolant, et en se servant aussi de nos atouts, de ce qu'on pouvait faire. On a fait des petits bouts de chansons aussi dans un spectacle. Ça vient comme ça, J'ai fait des organiquement. claquettes aussi. J'ai fait un numéro de T'as claquettes. fait des claquettes. C'était Harold et Maude, mais elle prie, il faisait la Sainte Vierge. Elle prie, elle est miraculée, elle peut marcher. Ok. Donc je me levais, je faisais des claquettes. Et au bout d'un moment, j'arrêtais les claquettes, il y avait de la musique, et je disais, oh putain de Dieu, ça fait du bien. Et Pierre disait, oh bonne sœur, ça n'est pas bien ma fille. Tu dis, et je me retrouvais paradise. Tu vois, je peux te dire qu'on l'a joué le jour de Pâques à Bobino, en matinée. Moyen. Moyen avec le public, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de catholiques qui ont dû trouver qu'on allait un peu trop loin. On allait un petit peu trop loin, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais qu'ils ont apporté à l'humour français, justement, Thierry et Pierre? Il était très fier de son écriture. Il écrivait très bien. Il pouvait l'être, C'était pas seulement un humoriste, si tu veux. Et son idole, c'était Alexandre Vialat. Il trouvait qu'il avait un talent fou dans l'écriture, entre autres. Et c'est vrai qu'il écrivait très très bien. Et il avait une espèce de... Surtout, il y avait quelque chose de provocateur chez Pierre. Si tu étais de gauche, il devenait de droite. Et si tu étais de droite, tout à coup, il devenait un peu de gauche. En fait, tu es anarchiste de droite. Alors, on discutait quelquefois des heures, parce que moi, j'étais plutôt de l'autre côté. Et puis, on finissait toujours par s'entendre, etc. Mais il était assez anarchiste, et il aimait pour être pas comme les autres. Et quelquefois, ce qu'il disait, c'était simplement pour être différent. Alors, quelquefois, c'était tout à fait justifié. Puis, quelquefois, je lui disais, écoute, c'est juste pour te rendre intéressant, parce que c'est pas vrai. Donc, on avait quelquefois des discussions comme ça, assez vives. Bon, enfin, c'était toujours dans la bonne humeur générale. Une fois, on s'est fâchés. Il m'a dit, de toute façon, t'es qu'une saltimbanque. Parce qu'il commençait tout juste à faire du théâtre, à monter sur scène. Alors, pour lui, la comédienne, il m'a dit, t'es qu'une saltimbanque. Et je lui ai dit, écoute, toi, tu n'es qu'un scribouillard. Donc, on s'est quitté un peu fâchés. Et puis, ça s'est rattrapé au téléphone 1 heure après. Ah. Mais c'est vrai qu'il avait une grande originalité. Et ce que j'aimais chez Pierre, c'est qu'il n'avait aucune vulgarité. Il pouvait être aussi... ça pouvait être même grossier. La grossièreté, c'est pas la vulgarité. Ouais. Mais il avait vraiment... c'était classieux, quoi. Tout ce qui sortait, même les trucs les plus absurdes, les plus frondeurs, les plus dérangeants, ça avait une classe folle. Il y a toujours eu cette envie de titiller, d'appuyer là où ça fait mal. Oui, à ses dépens, quelquefois. Ouais. Et j'étais pas toujours d'accord. Il y a des trucs qu'il a fait, moi, je trouvais que c'était trop. Parce qu'il disait toujours, on peut rire de tout, ça dépend avec qui. Ouais, mais c'est facile à dire. Parce que c'est un peu élitiste, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas cet esprit de cette distance, mais qui sont quand même sur des valeurs qui sont très profondes. Et quand on les attaque, il faut vraiment faire attention. Parce que si on vise mal, on fait le bide, quoi. C'est trop. Oui. Tu vois, c'est trop. Il faut y mettre les formes, il faut être un peu malin. Voilà. Ouais. Ou il faut faire une blague derrière, tu vois. Mais il a pu avoir des gros sabots parfois? Oui, bien sûr, mais
En fait, il les assumait. Et il est mort tellement jeune. C'est insupportable. Oui. Et il avait très peur de la maladie. Ouais, non, mais... La sœur de sa femme en est morte, je la connaissais, elle est morte jeune aussi. Ça le terrorisait et il en est mort. Oh là là. Ouais, c'est fou. C'était un petit... Il avait très peur de ça. Un jour, il va aller, sa femme était absente, elle était chez elle, elle avait des déplacements à faire. Il va aller chez le docteur, il avait un doute sur un problème de santé. Il m'a dit de venir avec lui. Hein. Ah ouais. Il ne faut pas y aller tout seul. Une grande angoisse de la maladie. Et malheureusement, il a été frappé. C'était l'année Coluche, des proches, ras-le-bol, quoi, tu sais. Ouais. Et comme il y a des gens, comme l'année d'Albert Camus, c'est tout, Gérard Philippe, qui est mort aussi en 3 jours, il y a eu des espèces de pertes de gens exceptionnels, quoi. La loi des séries. Ouais. Et Ouais. Thierry aussi, d'ailleurs. Ouais. Thierry Le Luron aussi. Et Thierry, alors, comment tu décrirais sa façon de travailler à lui? Mais tu sais, moi, je n'ai pas travaillé avec Thierry. On se retrouvait à la radio. Ok. Il n'y avait pas de direction. Il faisait ses propres trucs. D'accord. Quelquefois, il y avait du dialogue. On se voyait, c'était avec Bernard Mabille. Il y avait aussi il y avait Pierre. Et il y avait une autre personne, je m'excuse auprès d'elle parce qu'il était sympa, mais j'ai plus son nom. Donc, on se réunissait, on disait qui fait quoi. Mais c'était une pré-réunion. Je vois. On se voyait quand même un bon moment, hein, mais une vraie réunion de travail. Mais si tu veux, c'était dispatché. Et il n'y avait pas de... Il y avait une mise en ordre des sujets qu'on allait aborder. Ouais. Une fois, c'était Giscard d'Estaing, donc c'était à mourir de rire, parce qu'on en a... Le directeur est descendu en disant « Mais vous pouvez pas, c'est pas possible, mais vous vous rendez compte ?» Le premier jour, on a fait un truc, mais comme ça, violent. Il descend affolé, faut pas exagérer. Et là-dessus, j'ai un coup de fil de Simone Signoret, que je connaissais par Catherine, qui l'a dit « J'écoute dans la voiture, je descends en taxi, c'est génial, c'est génial. » Et le lendemain, il y avait tellement d'échos favorables qu'il est redescendu en disant « Vous faites ce que vous voulez. » Comme quoi. Tu sais, hein. Ah, mais c'était aussi... j'allais dire c'était une autre époque, mais... Très libre. Est-ce que oui, ou est-ce que tu l'apprends, la liberté? Est-ce que tu vois? Est-ce qu'on pourrait pas le faire aujourd'hui quand même? C'est-à-dire que c'est très difficile. Il y a un nouveau contexte quoi, qui a énormément changé. Je pense qu'il y a une distorsion profonde maintenant entre l'appartenance des gens, leurs origines et leur relation au monde. On a des catégories et les gens s'y mettent eux-mêmes aussi. D'un autre côté, on les y met et je trouve ça tragique parce que ça crée une espèce de racisme basique qui n'est pas seulement d'ailleurs d'un noir à un blanc et d'un jaune à un beurre, c'est un racisme de société, je trouve. Oui. Je trouve que c'est pénible parce qu'effectivement, il y a vite de la colère, il y a vite de la violence. Si tu veux, ça provoque immédiatement de la violence. Je trouve que ça enlève le dialogue. C'est très difficile. Alors moi, je le subis pas parce que finalement, j'écris plus. Si tu veux, je suis pas. Je crois que si j'ai pas envie de m'y remettre, tu vois, ou je fais un one très vieille show. Et je parle des vieux, mais ça, c'est un racisme aussi, tu vois. Parce que quand on est vieux, alors on doit parler des vieux et on te parle des problèmes de vieux. Ah ouais. Tu dois pas entendre très bien, tu dois avoir des ténas, tu dois regarder certaines émissions de télé, pas d'autres. Tu dois faire du macramé, tu fais peut-être un petit... Voilà. Il y a un peu ça. Alors ça bouge un peu, les seniors, ils sont quand même plus vigoureux, il se passe des trucs. Mais seniors, 60 ans, c'est jeune maintenant. Les seniors, on dit 80, tu vois. Ouais. Alors là, à partir de là, tu es dans une catégorie. On va t'aider à traverser. Peut-être tu comprends pas tout ce qu'on dit. Est-ce que quand tu n'as plus le droit de lire Tintin, on commence à te parler comme à un enfant?
On me le fait pas encore à moi, mais on l'a fait à ma mère qui a vécu chez moi jusqu'à 99 ans. Donc, comme elle vivait chez moi, qu'elle elle avait pas de voiture, c'est moi qui l'accompagnais pour des visites médicales, par exemple. Automatiquement, on ne s'adressait pas à elle. Ah là là. On me parlait à moi. Alors, elle a quel âge? Oui. La petite dame. J'ai dit, ça n'est pas la petite dame, c'est Madame Grandjean. Ouais. Et elle parle. C'était insupportable, je supportais pas. Ouais. Tu dis, moi je suis juste le garde du corps. Elle a bien pris son petit médicament. Oh. Mais non, elle bave dans sa couche. Non, pas du tout, faut la changer. Il y a tout ça sur les vieux, sur les jeunes aussi. Ouais. Les vieux parlent des jeunes. C'est plus comme avant, la politesse, c'est n'importe quoi. Tu vois, il y en a marre. C'était déjà le cas lors de... Oui, ça existe depuis longtemps. Depuis tout le temps, en fait. Je pense que le choc générationnel, il a ça, toujours c'est pas existé. nouveau. T'as raison, c'est pas très nouveau. Je pense quand même qu'il y a une violence dans la société. Ça, oui. Et ça, moi, je le ressens. Et ça, je suis pas conflictuelle. Et ça, j'ai beaucoup de mal. Ouais, pareil. Moi qui est empathique, je sens une espèce de tension latente, voire une hystérie latente. Ah oui. Et je trouve ça dommage. Une fois, j'étais en train de rendre des bouquins ou de les chercher chez Gilbert Jeune. Ouais. Et il y avait beaucoup de monde qui attendait. Et il y a un jeune homme en face de moi qui était visiblement maghrébin. Et j'attendais, je regardais, et tout à coup, il m'a dit « Pourquoi tu me regardes comme ça, toi ?» Ouais. Il avait sûrement subi ça. Oui, non mais... Tu vois, il l'avait subi. Mon fils, je l'ai adopté, il est péruvien. Il a subi le racisme dès l'adolescence. Donc, je sais ce qu'il a subi. Mais si tu veux, et à un moment donné, je dis, mais non, excusez-moi, c'est mon regard. En fait, c'est une forme de racisme de le rejeter sur l'autre. Comme ça, on se prémunit et en même temps... Oui, c'est une défense, mais si tu veux, il y a un moment, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que je peux bien faire? Dans ces cas-là, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas grand-chose à faire. Non. Malheureusement, le dialogue est rompu déjà là, mais il faudrait leur dire, non, mais tout va bien, il n'y a aucun problème, respirez un grand coup. Oui, mais en même temps, tu sens très bien que... je vais souvent en banlieue aussi, et je vois très bien... ils sont sur la défensive tout le temps. Ils sont contrôlés tout le temps. Et mon fils, quand il était avec 2-3 copains, le blond aux yeux bleus, il n'était jamais interrogé. C'était toujours Louis à qui on demandait sa carte d'identité. Jamais à Paul qui était blond aux yeux bleus. Jamais. Incroyable. Et un jour, il était dans la rue avec des gosses parce qu'il manifestait pour un truc tout à fait bienvenu. Il avait 12-13 ans, et il y a un flic qui lui a dit « Retourne chez toi, qu'est-ce que tu fous là ?» Ça, il l'a pris. Alors, c'est à vie, hein. Ouais. À vie. Oui. Donc, si tu veux, moi, je sens toute cette violence, et je trouve que c'est triste. Alors, bon, je ne vais pas en souffrir des masses parce que je ne suis pas intégrée suffisamment dans une vie sociale tous les jours pour le subir. Je ne prends pas le métro tous les matins, tu vois. Je suis pas dans un bureau avec 20 employés, tout ça. J'ai pas toute cette... Mais je trouve ça dommage. Je trouve ça très, très dommage. Faudrait essayer de réparer le dialogue, t'en parlais justement. Oui. Voilà. Mais il y a des bonnes volontés aussi. Voilà. Ouais. C'est ça qu'il faut mettre en lumière et mettre en avant. Il y a plein de gens chouettes. Hein. Et voilà. Et essayer de faire partie des gens chouettes également. Donc voilà, c'est le but. Si on peut, oui. Bah oui. On était sur le Luron et des proches. Qu'est-ce qu'ils ont apporté à l'humour français, selon toi? Une grande originalité. Thierry a un remarquable talent. Je pense qu'il avait des bons textes aussi. C'était bien écrit, il savait chanter, très très bien. Après, il y a eu de nouveau, il y a Grégory, s'appelle le nouveau, là, qui est un nouvel imitateur, là, qui est très en vogue. Tu sais pas. Qui est une voix extraordinaire. Mais enfin, c'est 30 ans après, hein. Thierry, à l'époque, c'était vraiment le grand imitateur. Il était exceptionnel. Oui. Et il apportait beaucoup d'humour dans la vie des gens, parce qu'il y avait cette distance aussi politique qui était marrante, dont les gens avaient besoin, et qui était relativement bon enfant. Moi, j'ai fait beaucoup aussi les Guignols de l'info. Bien sûr. Tu vois, c'était même dans le même esprit. Bernard Lecoq, j'adore, tu vois. Non, pas Bernard, il est deux. Bernard Lecoq, c'est un pote comédien. Yves Lecoq. Ouais. C'est les gens qui ont apporté par leur humour et leur classe beaucoup. Et Pierre, c'était très original, quoi. Je dirais que
Il y avait une rupture par rapport aux générations passées Ah oui, d'humoristes. je pense il y a eu Coluche qui a démarré tout ça, un petit peu, si tu veux, avec un esprit plus frondeur, plus discutable à certains moments, parce que je pense qu'il a été très fort sur des cordes un peu sensibles. Après, les gens comprenaient ou comprenaient pas, tant pis. Mais après, il était remarquable, Coluche. J'étais plus sensible à l'humour de Pierre. Je trouvais ça Plus fin. plus fin, voilà, Ouais. c'est tout. Mais je reconnais la force comique de Coluche. Oui, il y a eu un changement, c'était plus frondeur, plus... Parce qu'avant, c'était plus le théâtre de 10 heures, c'était des gens avec qui j'ai bossé. Jean Raymond, j'ai bossé avec lui, c'était une autre génération. C'était... Plus gentillet, tu dirais, c'est ça? Oui, moins original quand même, je trouve, Ouais. même s'il avait du talent. Mais Pierre, c'était très original, quoi. Et puis même ses interviews, son approche des gens, c'était génial, quoi. Ouais, on en rit encore. Ouais. Ah oui, c'était génial. Alors ça, on en a parlé, je vais passer, les ninini. Certains parlent de génie carrément, en particulier pour Desproges, qui a dit, comme tu l'as dit tout à l'heure, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. J'avais lu Chronique de la haine ordinaire, il y a belle lurette. Ah ouais. Toi qui les as bien connus, que crois-tu qu'ils penseraient de l'époque actuelle, justement? Je crois qu'il balancerait pas mal, je crois qu'il n'aurait pas peur d'y aller. Hein. Tant pis. Je pense que lui, il aurait le courage de ses opinions. Tu crois que ça manque un peu d'un petit C'est Desproges là difficile, aujourd'hui? il y en a, ils le payent cher. Hein. C'est ça en fait, c'est qu'aujourd'hui les gens ont peur. Il y a de l'agression. Mm. Il y a de l'agression. Mais non, puis il y a quand même des gens qui sont frondeurs, encore, faut pas exagérer. Hein. Mais je pense qu'il serait abasourdi et qu'il aurait énormément à dire. Il y a de quoi faire. Oh là oui, Il aurait du terrain. oh là oui. Là, il aurait pas le temps il aurait pas besoin de chercher des idées. Ouais, Il y a de quoi faire. je suis d'accord. Surtout depuis 3 ans. Mm. Depuis la guerre d'Ukraine, je veux dire, on bascule. Donc, si tu veux, je crois que là, il aurait du grain à moudre. Hein. Le Covid en fait a amené un truc, ça a accéléré des tendances en fait. Et on s'est tous retrouvés un peu, on a tous un peu fait un travail d'introspection et on était tous reclus un peu les uns chez les autres, enfin les uns chez les uns et les autres chez les autres. Et peut-être que effectivement ça, le fameux communautarisme que tu dénonçais un petit peu tout à l'heure, il s'est peut-être aussi accéléré à ce moment-là. Peut-être bien, oui, c'est un peu, ça s'est sclérosé un peu, oui, tout ça. Mm. Toi, tu l'as senti fort, le cloisonnement du Covid? Ouais, alors moi le Covid, à titre personnel, je l'ai pas trop mal vécu. On a un jardin qui est en copropriété, voilà. Mm. Donc il faisait beau, tout va bien. Mais c'est vrai que j'ai senti en sortant que les gens, les théories du complot, les machins, tu vois, quand on commençait à poindre plus sur le devant. Avant, les gens n'osaient peut-être moins... S'ils le pensaient, ils osaient peut-être moins l'admettre. Là, c'était vraiment... oui, mais tout ça, c'est fabriqué. Machin. Ça m'a lassé, ça, c'était insupportable. Il y a de la vérité partout, en fait. Il y a une part de fabriqué, oui, il y a une part de... Mais que tout soit prémédité par un maître du monde qui tire des ficelles. Moi, les complotistes, il y en a toujours eu, mais c'est vrai que ça, il y avait un terrain alors à exploiter entre les Chinois, ça venait de chez eux, qu'ils avaient fait ça exprès dans un laboratoire. Et puis en plus, Trump qui gère ça d'une façon de maître, alors vraiment en disant qu'en avalant de l'eau de Javel, ça va vous enlever le Covid. On a eu vraiment tout. On a eu quand même professeur Raoult, qui est quand même un genre de personnage qui, moi, personnellement, il m'a rien fait, mais m'insupporte. Donc, ça coupe à la Patrick Sébastien, peut-être. Non, mais c'est cette prétention incroyable d'avoir découvert que ça soigne comme un rhume, et il suffit de prendre ça et tout va bien se passer. Ouais. C'est honteux. Quand on sait qu'il y a eu des morts. Moi, j'ai connu des gens près de chez moi que je connaissais bien qui sont morts en quelques jours. Alors, et les antivax, alors ça, c'est ceux qui croient que la Terre est plate. Je veux dire, ça va avec. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font d'ailleurs quand ils arrivent au bord de la Terre? Ils arrêtent de marcher, je pense. Qu'est-ce qu'ils font? Mais ils regardent quoi? Il y a un mur. Il faudrait leur demander, je ne sais pas. Ils regardent dessous s'il y a des gens la tête en bas. Ah oui, peut-être.
Quel est le rôle de l'humoriste, selon toi? Oh là là, une distance. De prendre de la distance par rapport au Une monde? distance, une légèreté qui peut très bien traiter de profondeur, en fait. C'est se servir de la légèreté pour traiter de tous les sujets les plus profonds soient-ils. Ça permet de tout aborder en allégeant le corps, parce que rire, ça, c'est absolument indispensable. Et cette légèreté n'est pas dépourvue de profondeur, parce que ça permet effectivement de parler des sujets les plus graves, mais sans plomber. Et en même temps, comme c'est avec un certain recul, ça permet de se distancier, de dire « Ah bah oui, je n'avais pas vu ça comme ça ». Je pense que c'est une distance réjouissante et indispensable. Donc t'en viens aux origines du bouffon du roi. Ah oui, tout à fait. Donc le rôle n'a pas changé. Qui vient se moquer du roi et en même temps de ceux qui l'entourent, et peut-être même de ce qu'il est en train de faire, de la guerre qu'il est en train de mener contre les voisins. Oui, c'est une... L'humoriste, il est utile parce qu'il fait ce que beaucoup de gens ordinaires ne peuvent pas faire, ne savent pas faire, n'arrivent pas à prendre le recul, sont trop atteints, ou trop dans le quotidien, ou la difficulté de vivre, ou mille autres choses à faire que de rigoler de ça. Mais en même temps, ça permet d'entendre d'une façon différente ce qui se passe. C'est un autre regard. C'est une loupe. Ouais. Pourquoi avoir choisi l'humour comme moyen d'expression, toi? J'ai rien choisi du tout. Ou est-ce que c'est toi qui as choisi l'humour ou l'humour qui t'a choisi? Je crois que j'avais ça en moi et que j'ai toujours eu ça en moi, je sais pas pourquoi. Mais je peux être extrêmement aussi sans humour. Si un truc me blesse ou tout à coup, je peux être extrêmement sèche et pas du tout agréable. J'ai pas de l'humour tout le temps, hein. Mais si tu veux, je trouve que c'est génial. Moi, j'ai envie justement de voir de prendre cette distance devant l'événement, devant ce qui se passe, et de dire non, mais il y a forcément des choses qui ne me font absolument pas rire. Elles sont trop douloureuses. Je pourrais pas avoir d'humour sur certains sujets, c'est vrai. Donc t'es pas d'accord avec Pierre, qui peut rire Non, de mais tout? tu vois, je pense, puisqu'on est dedans, la guerre en Ukraine, qu'est-ce que tu veux pas faire de l'humour là-dessus? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas possible. Bah, je serais curieux de savoir ce que des gens comme Coluche ou Desproges... Alors moi, j'avais une blague pour ça. Je dirais, j'ai une journaliste, je suis une dame, et j'ai une copine qui est allée en Ukraine pour un reportage, puis elle revient, elle dit, tu sais, elle me dit, je reviens de l'Ukraine. Ah, t'as eu beau temps? Je trouve que ça suffit. C'est pas mal, moi j'aime bien. Déjà, ça suffit. Ou alors on est allé faire un reportage en Ukraine. Vous avez eu beau temps? Oui. C'est pas mal. J'étais pas mécontente de cette possibilité, tu vois. Je crois que j'ai touché le pied de ta... C'est pas très grave, tu peux faire du pied à la caméra, elle t'en voudra pas. Je me déplace un peu. Allez. Voilà. Je me rappelle d'une émission où on t'entendait beaucoup, c'était Vidéo Gag. Oh là là. Peux-tu nous rappeler ce que c'était et nous dire comment tu travaillais? Eh bien, écoute, c'était avec mon excellent camarade François Jérôme. Il faisait toutes les voix masculines, y compris celles des animaux. Et moi, je faisais toutes les voix féminines, y compris celles des girafes et autres femelles hippopotames, et les bébés. Donc, on s'est amusé comme des fous. C'était des petites vidéos que les gens envoyaient, qui étaient des petits événements qui étaient arrivés, des chutes qui avaient été filmées, des gens qui se prenaient un poteau, des gosses qui se chamaillaient, des chats qui se cassaient la figure, des chiens qui se fritaient. Il y avait de tout, absolument de tout. Mais c'était l'ancêtre de YouTube. Absolument, c'était des petits extraits, des petites vidéos, et on écrivait des textes dessus. Ce qui nous était écrit, c'est pas nous qui les écrivions. C'est ça, voilà. C'était un script. Est-ce que tu avais une bande? Non, c'était une auteure. Il y avait des auteurs qui écrivaient les textes. Quelquefois, on les modifiait un petit peu parce qu'on avait envie d'improviser. On trouvait un truc sur le moment qui était plus rigolo. Mais c'était écrit. Mais parce qu'il valait mieux, parce qu'on en enregistrait un paquet. Bah, ça allait vite en plus. Hein. Ah oui, on faisait une journée complète. On y allait. Hein. Mais c'était très amusant. C'était sur script ou bande rythmo?
Non, sur script. C'était écrit, tapé à la machine. Oui. Et tu voyais quand même les images qui défilaient? Ah bah oui, il fallait, c'était à l'image, parce que sinon, il fallait que d'abord, il fallait que ça colle avec le moment où ça se passait. S'il y avait une chute, il fallait que la réaction soit forcément après. Oui. S'il y avait un bébé qui pleurait, il fallait que ça soit sur les mots qu'on lui faisait dire, c'était sur l'image. Il y avait un peu de synchronisme en fonction de l'événement. Hein. Ouais. J'ai vu des trucs, en même temps, on voyait des trucs, mais ça faisait mal. Ah oui, je confirme. Le type qui était sur un... Qui tombe d'échelle ou du non, toit mais d'une même maison. le type sur sa planche à voile, qui rentre dans le port, tu vois, qui se fait... Mais quelle horreur! Ou des types dans des arènes avec des taureaux, tu vois. C'est un classique, on aime rire du malheur des autres. Hein. Et tu te dis toujours, heureusement, ils sont pas morts. En général, on sait qu'après, c'est pas des... Mais j'en ai vu, tu sais, là, qui était poursuivi par un taureau, et il se retourne pour voir si le taureau est derrière, et il se prend un arbre. Tu vois, des trucs mais énormes. Alors ça, évidemment, c'était très distrayant à ce point de vue-là, parce qu'on a vu des trucs, des chats tombés dans un aquarium, enfin, tu vois... C'est trop top. Combien d'années t'as fait ça? 10 ans. 10 ans. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, ok, je pensais que c'était plus court. Ah ouais, de mémoire, hein, mais 10 ans. C'était pratiquement 10 ans, oui. C'était pas Bernard Montiel qui présentait ça, l'émission oui, le dimanche? Il y a eu Bernard Montiel, je crois qu'il y en a eu. Bon, forcément, je dois dire que je le regardais pas. Bah oui. Mais c'était très regardé. Hein. Bah ouais. Et un jour, c'est Moujotte qui est devenu directeur de TF1, et il a dit « Vous en avez pas marre de vidéogags sucrés ?» Ouais. Au bout de 10 ans, on peut peut-être comprendre, mais... Bon, pourquoi pas, hein. Ouais. Ils ont refait un truc pareil 3 ans après. Hein. C'est que ça marchait pas si mal, finalement. Ouais. Alors, t'aurais écrit 5 téléfilms, c'est ça? Oui, enfin, j'ai pas compté. Oui, je crois que c'est ça, oui. Qu'avais-tu envie de raconter dans tes histoires? Écoute, le premier, c'est parce qu'on me l'a proposé. C'est TF1 qui me l'a proposé, parce que... je ne sais pas par quel truchement ils étaient au courant que j'avais adopté mon fils. Comme c'était un sujet sur l'adoption, ça avait été commencé par un autre auteur qui ne s'en sortait pas. Ok. Donc ils m'ont demandé de réécrire avec lui. Donc on a tout réécrit. J'ai tout refait pratiquement, si tu veux. Okay. En respectant l'autre auteur, mais enfin, si tu veux, on a vraiment tout restructuré. Et c'était une jolie histoire. C'était Gérard Rinaldi qui jouait le rôle principal, qui est un paumé chômage qui vient de se faire plaquer, un peu en dépression, et qui trouve un bébé dans un caddie. Et il ne sait pas quoi en fiche. Donc il le ramène chez lui, et il ne sait pas quoi faire. Quoi. Et, à l'hôpital, c'est trop tard, ils ne veulent pas. C'est trop tard, il faut revenir le lendemain matin. Il essaie d'endormir, le gosse hurle. Tu vois. J'avais trouvé un truc pour l'endormir, parce que j'avais quand même non. Il lui met très fort... I Get No Satisfaction de Rolling Stones, ça hurle, et du coup, il se calme aussitôt. Le fait la fréquence du bruit dans la pièce, ouf. Des trucs rigolos comme ça. Donc, c'est une jolie histoire, et ça a bien marché. Donc, du coup, après, j'étais en relation avec TF1, et c'est comme ça que j'ai eu l'occasion d'écrire d'autres téléfilms. Un avec Lyle Renaud, c'était sympa. Elle avait une idée sur un sujet. L'histoire de tapis avec des trucs d'initiés, enfin des trucs un peu problèmes d'action qui avaient été histoire pas très nette, ça l'avait outré, donc elle disait il faut faire un sujet là-dessus. Donc j'ai vu pas mal, Lynn, on a travaillé un petit peu sur le sujet, puis voilà, j'ai écrit le téléfilm, puis j'ai un troisième aussi, oui, un autre sujet. Comment est-ce qu'il est venu celui-là? Ah, c'est moi qui ai eu l'idée. Parce que j'ai un frère très inventif et il n'avait pas de place dans sa maison et il a fait un lit ascenseur. Un lit ascenseur? Oui, dans sa pièce, il a son lit, il le montait, il remontait en montant au plafond. Oui, voilà. Sur un rail. Ouais. J'ai trouvé ça génial. À l'époque, ça ne se faisait pas du tout. Je dis, mais tu devrais déposer le brevet. Le brevet, oui. Je suis partie de là sur une idée d'une société qui fait des lits, etc. Et où ils inventent ça. Et malheureusement, pendant l'essai du lit, il se rabaisse d'un seul coup et il tombe sur la tête du directeur, qui tombe dans une espèce de coma sympathique. Donc, on fait appel à sa sœur qui est aux États-Unis et qui rapplique avec
l'esprit américain, c'est-à-dire qu'elle dit mais ça sent la poussière, votre société, ça marche pas, je vais reprendre ça en main. Et c'est toute l'histoire de cette révolution commerciale qui était rigolote, avec des personnes. Naturellement, le PDG revient à lui. Enfin, il lit plus que des Tintins, mais c'était sympa. Pourquoi t'as pas poursuivi ta carrière de scénariste? Écoute, j'avais pas d'idée. J'en ai proposé qui n'ont pas été choisis. Ok. Voilà. Après, je ras-le-bol. J'ai travaillé avec une femme géniale qui s'appelle Liliane Wellbled, qui a beaucoup produit de téléfilms, énormément. J'ai travaillé avec elle. Et puis, on avait des projets sur une série qui aurait pu être géniale. Puis, bon, personne n'en a voulu. Je me suis dit à barbe, tu vois. Après, je n'avais pas d'autres idées. Écrire pour... Écrire pour écrire, c'est pas ton truc, ouais. Je travaillais autrement, c'était pas comme si j'étais à la rue et que je me disais « faut que j'écrive, sinon je vais plus avoir à bouffer ». C'était pas le cas. Donc, j'avais pas envie d'écrire pour écrire, donc j'ai un peu arrêté. Mais j'ai des sujets, d'ailleurs, j'en ai dans quelques synopsis. Sur des post-it. Et ça s'est passé, tu sais, aussi, il y a des choses qui se démodent. Ah ouais. Un thème particulier, comme exemple, de quelque chose qui se démoderait? Mais moi, je suis un peu bisounours. C'est-à-dire que même si je dis des choses très crues dans ce que j'écris, j'y vais quelquefois à fond, c'est pour ça que j'ai écrit avec des proches, sinon ça n'aurait pas marché. J'aime bien que ça s'arrange. Ça se termine bien. Oui. J'ai envie que ça s'arrange. Bah oui. Et quelquefois trop, faut pas que ça se téléphone de trop loin. Quelquefois, j'ai fait des trucs, je me suis dit, ouais, bon, ça sentait un peu la ficelle quand même, on sentait bien. On sentait que ça allait s'arranger. Je m'en suis voulu. J'ai dit, j'aurais dû faire des choses peut-être plus profondes dans ce sens-là, avec plus d'aléas, plus de choses improbables. Peut-être travailler en duo avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes angles? Non, finalement, j'ai plus travaillé en duo. Ça collait pas. La première fois, puisque j'étais avec cet homme qui avait déjà écrit une partie, oui, parce que je respectais son travail. Après, j'en ai fait un qui a été retravaillé par quelqu'un d'autre parce qu'il trouvait qu'il y avait des défauts. Je dis, j'ai accepté qu'il le fasse retravailler. Mais après, j'ai rebossé dessus en disant, non, là, il faut absolument le garder. Sinon, on ne comprend pas. Il faut remettre dans le... Oui, c'était Dans la tempête, ça s'appelait. Parce qu'il y a eu tellement de titres avec la tempête que... Il y a beaucoup de tempêtes. Là, ils ont retravaillé dessus. Ils trouvaient qu'il y avait des défauts, l'écriture. Ils m'ont un petit peu... torturé là-dessus, mais donc j'ai accepté ce retravail, j'en ai retravaillé aussi avec cette personne, puis après, mais pas à deux pendant tout le temps, non, pas du tout. Comment t'as eu l'idée de te tourner vers le doublage? Mais on est venu me chercher. Ah, sur scène? Pas du tout. D'abord, j'en ai fait un peu, alors j'avais 21, 22 ans, c'était encore les boucles qui défilaient, qu'on remontait, tu sais, et ça, c'est parce que j'ai rencontré Pierre Trabeau à l'époque, qui en faisait énormément. D'accord. Puis il m'a dit, tu devrais en faire, je vais te présenter. Puis j'en ai fait un tout petit peu. Puis après, j'en ai plus fait du tout. J'étais pas branchée sur ce milieu-là. Et je travaillais beaucoup autrement. Et puis c'est mon camarade Gérard Hernandez qui est venu me chercher parce qu'on travaillait sur du doublage ensemble. Et il m'a dit, tu sais, c'était pour la boîte qui s'appelait La Sophie. Oui. Michel Salva... il cherche un personnage, c'est une folle, j'ai pensé à toi. Comment faut le prendre, on ne sait pas. Bon, j'étais très, très, très flattée. Et c'était un truc sur des robots, les personnages d'animation qui étaient complètement cinglés. Okay. Donc, je suis entrée dans cette maison comme ça, et après, j'ai plus arrêté avec eux. Ah oui, oui. Ouais, la Sophie, c'était une sacrée usine. Alors, les pierres à feu, Roger Carrel, merveilleux. Gérard Hernandez et Laurence Crouzet, sacrée équipe. Oh, génial. Qu'est-ce que tu te rappelles de ce dessin animé? On s'est amusés comme des fous. Puis Roger, quel personnage. J'étais beaucoup de tendresse pour Roger Carrel, énormément. Je crois que tout le monde qui a croisé sa route... Tout à coup, si quelque chose le contrariait, il devenait fou de rage, c'était impressionnant. Et il devenait blanc, et il m'expliquait qu'il était ça de son père, des rapports avec son père qui avaient été très durs. Tout à coup, il se fermait, ça devenait horrible. Et puis ça passait au bout d'un quart d'heure. Mais je l'aime beaucoup. Je l'ai appelé jusqu'à la fin de ses jours chez lui. Je lui ai passé un petit coup de fil. Et on a beaucoup aimé travailler parce que c'est un monsieur fin, intelligent. Gérard, il est formidable. Il est formidable, Gérard. Et Laurence, on s'entendait très bien. Puis la série, trop géniale. Ah oui. Trop drôle.
Qu'est-ce qu'on peut faire ça peut être que du plaisir de faire ça. Ouais, sauf si... alors, c'était probablement pas le cas, mais sauf si le texte est pas très bien écrit. Quelquefois, les textes, tu sais, on les écrivait. Si ça avait été trop vite fait, Mais voilà. je ne citerai pas de nom. Quelquefois, ça arrivait, on perdait 1 heure Ah, tu vois. à cause du texte, mais on se débrouillait. Ouais. Et on trouvait autre chose, et puis chaque fois, je disais, mon numéro de SACD est le... Pour les droits d'auteur. Non, on refaisait la sauce, et puis on s'en sortait, quoi. Ouais, je pense que tous les cas, vous aviez des idées. En plus, Laurence adapte. Mais elle travaille beaucoup dans l'adaptation. Ouais. Mais je crois pas qu'elle faisait pas ça. Elle faisait ça déjà, je me souviens pas. Je crois pas. Elle n'était pas encore dans ce domaine-là. C'est trop. Non, mais peut-être qu'elle avait déjà la fibre. Ah oui, elle était comédienne. Après, elle a commencé à s'y mettre. Elle est très, très douée. Elle travaille énormément. Ouais. Et puis après, il y a eu Oui. Oh, bah oui. Brigitte Lecordier, Patrick Préjean. C'était comment pour toi? Oh, c'était adorable. Oh, ben, Brigitte, c'est ma fille, ma petite copine. Et puis, Préjean, bon, ben, voilà. On s'est beaucoup amusé. C'était trop mignon. Mais moi, ce qui m'amusait, c'est que je faisais tous les petits personnages féminins. Ah, il a une petite voix comme ça. Et, j'étais au micro, puis tu te rends compte que j'ai 65 ans et que je fais ça. On disait, on n'a pas peur du ridicule. Comme disait Hernandez, j'ai bien fait une tomate une fois. J'ai dit, mais moi, dans un dessin animé, moi, j'ai fait une couverture chauffante. C'était un truc sur des objets. Tu l'as mis sur ton CV, j'ai fait un rôle de couverture chauffante. C'est bien. Et maintenant, malgré tout, je double la vache Clarabelle dans les Mickey. Je veux dire, quelle carrière. C'est en haut dans ton CV, quoi. C'est magnifique. Une couverture chauffante et Clarabelle. C'est ça où il faut de l'humour. Moi, j'ai une distance totale par rapport à ça. Je m'en fous. Je trouve ça, tout ce que je fais le mieux possible et qui me plaît, c'est bon. Et si on est content, c'est encore mieux. Mais tu sais, il y a une période où il m'a été reproché de faire des émissions de jeux. C'est l'époque où ça se faisait pas du tout d'être acteur un peu connu et de faire des émissions de jeux. C'est pas bien pour l'image, c'est ça. Ou tu faisais du théâtre. D'accord. Ou du cinéma. Tu faisais du cinéma, tu faisais même pas de télé à une époque. Les fameuses petites cases. Et ben moi, j'ai une copine que je ne citerai pas par égard pour elle, qui m'a dit, quand même, tu devrais pas faire ces jeux de 20 heures, tu te rends compte pour ta fréquentation du théâtre. Je pense que tu as tort. Et un jour, elle m'a dit, tu crois pas que je pourrais les faire un jour? Je dis, mais volontiers. C'est la peur d'abîmer ton image? Mais quelle image? Mais pour qui on se prend? Les Américains n'ont pas ce problème-là. De ce côté-là, il faut le reconnaître. Et puis même en Angleterre non plus. Tout ce qui est esprit anglo-saxon, il n'y a pas de... C'est pas sectorié, tu vois. Pourquoi c'est fermé comme ça chez nous, tu penses? Mais tu sais, c'est comme les rapports à l'argent. On ne parle pas de ce qu'on gagne, on ne parle pas d'argent. On se met dans des cases, et il y a des comédiens qui en ont souffert, et d'autres qui en ont bénéficié. Mais moi, je ne voyais pas ce qu'il y a de mal à faire ça. J'ai envie de rigoler, je fais rigoler. Et alors? Et entre-temps, Spielberg ne m'a pas poursuivi non plus pour me proposer un rôle. Donc, entre-temps, il faut que je me nourrisse. Ben oui. J'ai des enfants. Ben oui. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans l'exercice du doublage? C'est doubler de grandes actrices. Ok. Parce qu'elles ont un talent qui fait que toi... Tu dois élever ton jeu? Il faut que tu sois à la hauteur. Il faut simplement que tu sois à la hauteur de l'actrice. Il ne faut pas être prétentieux parce qu'il y a eu mais à la hauteur de ses émotions, à la hauteur de ce qu'elle a traduit, ce qu'elle a exprimé, pour que ce soit aussi fort et aussi juste. Et ça, c'est vraiment intéressant. Je double une comédienne souvent. Voilà, depuis un certain temps, je ne l'ai pas doublée. Je pense qu'il y a eu la grève des scénaristes. Il y a moins de... ou alors elle refait du théâtre. C'est Kate Burton. Ouais. Kate Burton, c'est la fille de Richard Burton. D'accord, je ne savais pas, mais par contre, je vois bien qui c'est. Ouais. Et c'est une remarquable comédienne. Elle fait des rôles assez durs, quelquefois, ou de grande émotion, ou de grande violence. Et je l'ai doublée dans Scandale, où elle faisait la vice-présidente. Une vraie salope. Mais en même temps, avec des
des drames personnels, des luttes formidables. Et je l'ai doublée aussi dans Grey's Anatomy, Oui. où elle fait la maman de Meredith, et où là, elle avait toute la panoplie, parce que elle est assez dure avec elle, mais en même temps, elle va avoir Alzheimer. Donc, elle retombe en enfance, en jeunesse, en petite jeune fille, et après, dans la violence totale que peut créer cette maladie. Donc ça, c'était vraiment passionnant à faire, vraiment. Je pensais que tu allais me parler de moduler ta voix dans les dessins animés. Oui, c'est ça aussi. Mais ça, c'est de l'amusement total, j'adore. Ouais, donc tu penses même pas, parce que c'est plus dans l'amusement que dans le travail. C'est les deux, parce qu'il faut y croire. Ouais. En plus, quelquefois, je faisais plusieurs personnages dans la même série, donc il fallait bien changer ma voix d'un personnage à l'autre. Bah oui. Parce que, oui, et puis même Babar, parce que je faisais Céleste, la maman, je faisais la femme de Rataxès, quand même, la rhinocéros, et je faisais la petite bébé éléphant. Donc il fallait bien... Mais c'est rigolo à faire, ça. Bah, j'espère. J'ai toujours fait ça, même plus jeune. Quand j'étais déjà adolescente, je faisais exprès de prendre... Voilà, c'est venu naturellement pour toi, quoi. Mais en fait, il faut être synchrone. Puis en plus, il faut surtout, dans les dessins animés, ne pas croire que c'est « ah là 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 là, comme ça, là 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 ». Il faut qu'il y ait une vérité. Il faut qu'on y croie. Tu crois que c'est plus dur quand tu modifies ta voix de trouver cette vérité? Non. Tu peux très bien prendre une voix de petite fille, être en larmes et avoir une vraie émotion. Non, ça tu te fais petite fille, tu as ta petite voix, puis elle vient du même corps, ton émotion vient des mêmes tripes. Hein. C'est le même travail. Mais disons qu'il y a moins de drame dans les dessins animés, mais il peut y avoir des scènes fortes quand même de fou rire, de colère, et il faut qu'on y croie. D'ailleurs, j'ai beaucoup travaillé avec Francis Lax, et il me disait toujours, on se disait toujours dans certains dessins animés, mais arrêtons de crier. Il y a certains, c'était tellement gueulé que c'était épuisant. Mais arrêtez, on peut faire pareil sans crier. Oui, souvent, surtout les dessins animés venus des États-Unis, ils ont tendance à vouloir, tu vois, mettre de l'impact. Oui. Donc, dans ces cas-là, il faut savoir prendre le fameux recul dont tu parlais un petit peu, et puis de calmer le jeu. Oui, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de rythme et d'attention. Mais la langue française ne se prête pas au même exercice. Exactement. Là, j'ai fait un doublage sur un texte très outré en anglais. Tu peux pas le faire pareil. Tu peux pas avoir les mêmes accents toniques sur le même truc au même moment. C'est pas possible. Tu es obligé de... j'ai fait un livre audio. L'autre jour, avant-hier. Et c'est sur Orgueil et préjugés. Et c'est une femme de la haute société anglaise. Elle, la comédienne, oh my dear, that's impossible. On peut pas jouer comme ça en français. Ouais, taper sur les mots comme ça. Tu vois, mais il faut trouver la même intensité, mais dans la langue française. Et donc ça, c'est pas facile, effectivement. Ça, c'est un vrai travail. Mais ça, tu peux l'avoir sur des dessins animés. Pour trouver une vraie sincérité, mais dans la langue française, avec notre façon de nous exprimer, c'est toujours intéressant. Est-ce que tu dirais que jouer la comédie à la télé, jouer la comédie au théâtre et jouer la comédie derrière un micro au doublage, ce sont trois choses très distinctes et différentes, ou au contraire que c'est le même exercice pour toi? Moi, ça se prépare pas de la même façon. La préparation est complètement différente. Le doublage n'a pas la même préparation. Tu découvres, tu écoutes bien ce qui est joué, on te parle de l'histoire, du personnage, et puis tu te lances, tu vois. Le théâtre, tu répètes, en principe, au moins un mois, quelquefois même plus, pour arriver à une maturité, et quand tu commences à jouer, quand tu es mort de trac, de toute façon, tu as quand même une longueur de spectacle. Il faut que ton personnage soit construit sur 7h30, qu'il soit nourri d'un bout à l'autre par la même intensité. Donc c'est un travail c'est physique, hein. C'est un travail sportif, en même temps qu'intellectuel et émotionnel. Il faut vraiment tenir cette distance pendant 1h30 non-stop, avec un vrai fil conducteur, être habité par ça. Donc c'est un travail qui se fait de cette manière-là. Et en plus, au cours des représentations, comme tu en as plusieurs,
tu t'améliores, tu trouves d'autres choses, tu joues avec des gens en face de toi qui évoluent aussi, donc c'est différent tous les soirs. Alors, le cinéma, moi je trouve que c'est ce qu'il y a de plus dur, et il y a des gens qui adorent ça, qui ont cette facilité de prendre la caméra pour une copine et de s'y adapter tout de suite, c'est pas mon cas. Je trouve que c'est la difficulté, on se prépare aussi, quelquefois on répète, naturellement. Suivant la difficulté du personnage, on le prépare. S'il est important, on le prépare plus longtemps à l'avance. Mais en même temps, il y a un truc immédiat, c'est-à-dire qu'il faut que tu puisses te préparer, et quand on te dit moteur, ça tourne, que tu y sois, que tu sois dedans. Et c'est pas facile. Alors, il y a des gens qui ont cette faculté, ils y sont tout de suite. Bon, pour ça qu'on recommence pas, ça veut pas dire que c'est pas pour ça que c'est super. Mais souvent, les grands acteurs, ils ont cette espèce de... Ils ont eu très tôt, parce qu'ils ont été peut-être familiarisés très tôt avec ça, ce qui n'a pas été mon cas, une espèce de facilité à s'abandonner et à lâcher prise devant la caméra. Et moi, j'ai plus de mal. J'y arrive, mais si tu veux, j'ai une préparation... Tu y arrives sans problème derrière un micro, mais pas devant une caméra? C'est quoi la différence? Je l'ai pas derrière un micro, effectivement. Voilà. L'immédiateté, tu la trouves. C'est peut-être l'idée de trouves. l'image. C'est peut-être l'image que ça me renvoie, c'est peut-être mon parcours. Peut-être parce que finalement, j'ai démarré avec le théâtre et la télévision en direct, donc c'était cache tout de suite, tu te lances, peu importe, tu oublies qu'il n'y a pas de jugement. Oui. Peut-être que c'est personnel, peut-être que dans le cinéma, j'ai trop d'autocritique. Peut-être que j'y arrive, mais j'ai plus de peine à lâcher prise. Pourquoi tu l'aurais au cinéma et pas à la télé? Oh, mais c'est pareil, la télé maintenant, c'est moteur tourne, moteur ça tourne. C'est pareil. Des fois, tu as des séquences plus longues où ça va plus vite parce qu'ils n'ont pas le rond. Oui. Mais c'est pareil. Il faut être dispo à ce moment-là. Alors, j'y arrive mieux. Je suis en train de faire une image déplorable de ma faculté d'adaptation à la caméra. Non, mais disons que ça me demande, pour moi, c'est plus difficile. Okay. Pour arriver au lâcher-prise, je le fais. Et ce travail-là, faut que je me prépare vraiment énormément. T'as le temps on te laisse le temps. On te laisse le temps. On sait quand même la veille ce qu'on tourne le lendemain, si tu veux, tu peux, voilà. Mais je me prépare beaucoup la veille, je prépare beaucoup. En faisant quoi? En répétant ton texte, en relisant? Oui, en pensant à la situation de la scène, en disant qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est important à traduire. Et puis, il y a aussi le fait, ce qui est important aussi en télé, au cinéma, dans l'image, c'est pas pareil si tu es en plan américain ou si tu es en gros plan. Tu vas pas être tout à fou. Le gros plan, il faut vraiment que tu sois intérieurement complètement dedans. Tu peux pas tricher, tu peux pas, tu vois. Faut que tu y sois. Point barre. Donc c'est une préparation mentale et émotive. Et ça, mais je le fais. Mais si tu veux, je trouve ça plus difficile que le théâtre, parce que le théâtre, une fois que je suis lancée, je suis partie sur le rail et hop, je me lance. Si tu le fais chronologiquement, tu peux évoluer avec ton personnage. Oui, et puis je fais pas d'autocritique, d'autocensure. Ouais. Quels sont les plus gros défis de ton métier? Défis? La durée. Être constant dans... Continuer à travailler. Tout simplement? Mais c'est énorme. Quand tu prends un cap de l'âge, à un moment donné, tu travailles moins. Il y a moins de rôles de ton âge et tout ça. Mais moi, je connais plein de comédiennes de ma génération qui travaillent absolument plus. Et c'est une souffrance pour les comédiens. Moins de t'être ressourcé dans la peinture et de faire autre chose. Mais je trouve que le défi, c'est de rester active. C'est de rester dans le coup aussi, dans la modernité, dans une forme de jeunesse d'esprit. Voilà. Le défi, c'est la jeunesse d'esprit. Tu penses qu'on ne fait plus appel à certaines personnes parce qu'elles ont perdu cette jeunesse d'esprit? Je sais rien, ça, je sais pas pour elles, je sais pas du tout. Moi, je pense que le côté que j'ai d'un petit peu déjanté ou un petit peu
frondeur, un petit peu foufou. Voilà, ça me permet aussi d'avoir un créneau peut-être moins habituel qui fait qu'on fait appel à moi. J'en sais rien. Mais c'est important. Le défi, peut-être jouer au théâtre, mais un truc chouette. Hein. Un beau rôle, un truc un, un peu, un peu nourri. Il y a moins de beaux rôles également. Il y a passé un moins de certain vieilles. âge. Est-ce qu'il n'y aurait pas des grandes figures de la mythologie grecque Bon, moi, je suis pas une tragédienne. Ok. Ça, c'est pas ça marchera pas. Ça, il faut Fanny Ardant, il faut. Tu vois, ça marchera pas. Même Marianne Chazelle, que j'adore, elle pourrait pas faire. Je pense pas qu'il y a quelque chose de posé, que j'aurais pas. Pas pour ça. Non, mais un rôle dramatique, pourquoi pas, ou même un rôle horriblement dur, j'adorerais. Je l'ai fait à travers un film qu'a tourné une personne qui s'appelle Catherine Diran. Et c'est un film qu'elle a fait sur sa propre histoire. D'accord. Elle est. Alors, zut, je vais retrouver le mot. Zut. Là. Je trouve plus le mot. Des gens qui tombent d'un seul coup, tu sais. Maladroite. Ah non, c'est une maladie. Une maladie. Ah voilà, je l'ai pas alors. Bon sang. C'est sa propre histoire, et je faisais sa mère. Attends, je regarde. Oh, mais attends, ça va en revenir. Maladie. Épileptique. Ah, mais c'est pas. L'épilepsie, c'est pas tomber. Bien sûr que c'est une maladie. Oui, mais est-ce que l'épilepsie, c'est pas une histoire avec l'image, tu sais? Non, l'épilepsie, tout à coup, tu tombes. Et tu tombes en avant. C'est ça que tu parles de tomber. Je pensais que tu parlais de. Il y a un truc qui s'appelle l'ataxie ou l'aplaxie, un truc comme ça, où on n'a plus le sens de l'équilibre. C'est peut-être une autre maladie, mais ça, en tout cas, ça n'était pas celle-ci. Okay. Elle a eu ça tout enfant. Elle a beaucoup souffert parce que sa maman ne lui a pas expliqué tout de suite. Donc, elle tombait, elle se blessait, elle ne comprenait pas. Donc, elle s'est carrément esquinté la figure. Elle a eu des réparations esthétiques. Elle est très belle d'ailleurs maintenant. Mais si tu veux, elle a beaucoup souffert de ça. Elle a voulu le raconter. Et donc, je jouais sa mère dans ce film qu'on a tourné à Valence, en Espagne. Et là, c'était un très beau personnage, justement parce que cette femme, la mère, elle se rend compte. Enfin, en tout cas, elle lui fait jouer ce rôle dans le téléfilm. Je pense que dans la vie, elle a eu plus de mal à le réaliser qu'elle a eu tout faux de le cacher. Mais elle explique pourquoi. Elle dit, j'avais peur tout le temps. J'étais morte de peur. J'avais peur que tu tombes, que tu te blesses. Donc, si tu veux, c'était un personnage vraiment intéressant. Alors, on n'a pas eu de peau, parce que le film est un joli film, et il est sorti 4 jours après le début de la Covid. Ah. Donc, l'épilepsie, c'était pas la priorité. Non, c'est vrai. Et en plus, il est sorti en salle, et il n'y avait plus personne qui sortait. Donc, il est tombé un peu... Alors, elle l'a présenté dans plein d'endroits en France, et puis moi, je l'ai vu en projection, ça a été bien accueilli. Ouais. Mais voilà, ça fait partie des films qui n'ont pas eu d'histoire suivie, quoi, c'est dommage. Qu'est-ce qui a le plus changé dans le milieu, selon toi, depuis tes débuts? Moi, je ne sais pas. Il y a eu beaucoup de choses qui ont changé parce qu'il y a eu l'arrivée d'innombrables chaînes de télé. Donc, beaucoup plus de possibilités de travail. Mais du côté du théâtre, au contraire, je trouve que c'est difficile pour les théâtres de vivre, parce qu'effectivement, il y a la télé, les gens sortent moins, c'est pas donné. Ça, c'est dommage. Je trouve que les gens, peut-être, ont moins de moyens pour aller au théâtre, et c'est dommage, même s'il y a des efforts qui sont faits dans certaines salles, dans certains... Et puis, il y a plus de travail, il y a plus d'acteurs aussi, du coup. Beaucoup d'acteurs, beaucoup de jeunes acteurs. Oui. Peut-être à l'apprentissage, je trouve plus léger. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de petits jeunes qui croient qu'il suffira de passer un casting et qu'ils sauront tout. Mais je ne suis pas assez
au fait de tous les cours de théâtre qui existent pour donner un avis. C'est pas comme si je donnais des cours parce qu'il y a des cours qui sont formidables. Et il y a des jeunes gens suffisamment intelligents pour les prendre. Mais je pense que c'est ça qui a changé. C'est une surabondance de production pour quelquefois des formations un peu légères, quoi. Qu'est-ce qui était mieux avant? Qu'est-ce qui est mieux à présent? Pour pas dire que c'est toujours la Rien même du chose. tout, parce que avant, ça veut dire que j'étais plus jeune, donc je le vivais autrement. Ouais. Et maintenant, je vis d'autres choses parce que j'ai évolué. Donc, si tu veux, je peux pas faire une espèce de prorata en disant ça. Non, moi, je pense qu'il se passe encore plein de choses intéressantes. Il y a de la vie, il y a des gens qui montent des spectacles, il y a le Festival d'Avignon qui continue contre vents et marées, il y a des nouveaux acteurs comiques. Alors, dans une génération, il n'y a pas 36 génies, mais il y a des gens vraiment talentueux, il y a Gad Elmaleh, tu vois, il y a des choses qui se passent. Moi, je pense que je suis très, très positive dans ce sens-là. Je pense qu'il y a toujours... Il n'y a pas de généralité à faire sur une génération. C'est impossible pour moi. Parce que, comme toujours, il y a à prendre et à jeter. Moi, simplement, effectivement, c'est plutôt la société qui a évolué dans un sens où cette violence, ça, je la sens. C'est peut-être ce qui a évolué le plus, ces sentiments de violence. Même si à l'époque où je suis arrivée à Paris, les gens sortaient de la guerre d'Algérie, il y avait une tension aussi de ce côté-là, mais qui était plus liée à un problème d'un pays qui avait été colonisé entre la France et l'Algérie, mais qui n'était pas aussi diffus dans tout le reste de la société. Mais je l'ai vécu à travers des petits jeunes qui prenaient des cours avec moi de théâtre, qui avaient été traumatisés par cette guerre. Mais c'est plutôt un sentiment général de violence que je trouve plus fort maintenant. C'est ce que je ressens. On dit que l'humour est l'exercice de comédien le plus difficile. Toi qui as fait carrière en racontant des bêtises, qu'en penses-tu? On dit que c'est plus difficile de faire rire que de faire pleurer. Je pense que c'est vrai. Mais on peut faire pleurer d'une façon inintéressante aussi, tu vois. Parce qu'il y a des actrices, des acteurs, tu leur dis top, vas-y, ils pleurent. Tu vois les acteurs pleurer, quelquefois, dans une scène, et t'es pas touché. Et quelquefois, tu as des acteurs ou des actrices, tu les regardes, elles te racontent le truc, elles ont juste peut-être les yeux à peine humides, et toi, tu as envie de chialer. Parce que ce qu'elle a fait passer, c'est pas des larmes, c'est une émotion forte qu'elle ressent. C'est plus important. Alors, je dis pas que c'est facile de faire pleurer, mais c'était vraiment plus difficile de faire rire, je pense, effectivement. Parce qu'en fait, on a plus de raisons de pleurer que de rire, souvent, dans la vie. Donc, si tu veux, on atteindra plus facilement une corde sensible de la souffrance, du mal-être, des ennuis, que de l'aspect comique. Celui-là, il faut peut-être plus aller le chercher. Ouais, c'est un constat un peu... Je sais pas. Peut-être que j'essaie de dire ça, c'est peut-être complètement idiot et que c'est bon. Non, mais c'est intéressant. Par exemple, si tu parles de ta journée, souvent tu dis « Oh, hier, c'était... je me suis vraiment eu un mal de chien à me trouver une place. J'ai galéré. » Tu vas jamais chercher ce qui a pu te faire rire dans la journée. C'est vrai, on se focalise sur... Tu cherches qui t'a fait chier. Ouais. Alors, si tu cherches bien, tu as peut-être vu un mec faire un créneau complètement à l'envers. Tu as peut-être vu un petit chien qui a fait un bond parce qu'il a entendu un klaxon, qu'il a fait un saut d'1 mètre tellement il a eu peur. Tu peux trouver de quoi rigoler, mais on ne le cherche pas. Pourquoi est-ce qu'on se focalise sur le négatif tout le temps? C'est la nature humaine ou... Non, déjà, les Français sont des râleurs de première. Ouais. Moi, je suis arrivée de Suisse, j'avais 20 ans. Je me suis dit, mais ils n'arrêtent pas de râler. Mais c'est incroyable. Mais ils sont en bonne santé. C'est des gens, ils ont trouvé un boulot qui leur plaît. Et ben, ils râlent parce qu'il pleut. Oui, bah oui. Je dis d'accord. Et au bout d'un certain temps, les gens me disent « Oh, le temps aujourd'hui !» Je dis « Écoutez, vous savez qu'on est dans un climat tempéré et c'est pour ça qu'on est riche. Parce qu'il y a des endroits où il ne pleut pas, ils pleurent, ils prient à genoux pour qu'il tombe une petite averse. Alors, arrêtez de râler. C'est tellement vrai.
quoi. On n'a jamais été aussi gâtés, on ne s'est jamais autant plaint. Mais en plus, ici, je suis dans l'Oise, j'ai dit, oh, vous vous rendez compte, là, ce temps, il fait froid. Je dis, oui, mais on n'a pas de tremblement de terre, on n'est pas inondé comme dans le Pas-de-Calais, Ouais. on n'a pas d'éruption volcanique, on n'a pas des gens qui viennent nous envahir le territoire. Arrêtez, du calme. Je vais rapprocher. J'ai donné un grand coup dans le micro. Mais bien sûr, Mais je suis peut-être un peu trop optimiste, moi. C'est peut-être mon défaut. Quelquefois, je me gourre. comment ça peut être un défaut d'être trop optimiste? Parce que je crois que les choses vont s'arranger, mais je ne vois pas assez qu'il y a peu de chances qu'elles s'arrangent et qu'il faudrait peut-être aller dans un autre sens pour qu'elles s'arrangent. Donc, je suis un peu trop optimiste. Mm. Ou alors pas assez, on va le tourner autrement, quelquefois pas assez réaliste Je par préfère. rapport à une situation. Ouais. Donc, j'ai envie que ça s'arrange parce que c'est tellement bien quand ça s'arrange. Mais quelquefois, il faut être plus lucide. Ouais. Enfin, il en faudrait quand même un peu plus des gens optimistes. Hein. Oui, oui, d'accord. Ouais. Que t'ont enseigné les années et l'expérience qui les accompagnent, c'est quoi le plus important? J'ai pas compris. Que t'ont enseigné les années et l'expérience qui les accompagnent, c'est quoi le plus important? De l'expérience? Qu'est-ce que ça t'a appris? Oh, beaucoup plus de patience. C'est la patience. Beaucoup plus de patience. Beaucoup plus d'empathie encore. Parce que il y a des choses tellement difficiles. J'en ai vécu des assez compliquées. Et je sais que à côté, le reste, c'est de la rigolade. Donc, quand je vois des choses vraiment difficiles autour de moi, je me pars toujours du point de vue que même le pire des connards, peut-être qu'il est en train de vivre un truc affreux, peut-être qu'il a un cancer, peut-être qu'il vient d'être plaqué, qu'il a un enfant malade. Je suis dans l'empathie. J'en ai marre. Alors, les gens m'énervent aussi quand ils conduisent mal ou quand ils font une queue de poisson ou quand ils ne servent pas de leur clignotant, ça m'exaspère. Mais si tu veux, ça va. Je passe outre maintenant. Tu relativises. Je suis plus patiente. Et puis, il y a des choses qui m'intéressent plus. Les choses plus superficielles, ça me branche plus. Tu veux dire perdre du temps sur des choses Voilà. futiles ou... Ouais. Oui, oui. Je vais plus à l'essentiel. Même les choses légères qui m'intéressent, si elles sont importantes, je les fais. Alors, tu parles de l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? Par exemple, si j'adore jardiner, Ouais. si c'est important pour moi de jardiner, je vais le faire. Parce qu'en plus, c'est constructif, le jardinage. C'est fatigant. Mais une fois qu'on a enlevé les mauvaises herbes, qu'on a retourné la terre, mis de l'engrais, et qu'arrive le printemps, et qu'on voit sortir des plantes, des Jolies fleurs, c'est tellement positif. J'adore. Mmh. C'est constructif, j'aime construire. Oui. Si j'ai cassé un vase, il faut que je le recolle. C'est bien ça, de construire des choses. Par certains côtés, tu me fais penser à Jacqueline Maillan. C'est une bonne chose ou pas? Oh, bah, c'était une femme extraordinaire, très bonne actrice, oui. J'ai pas eu le plaisir de la connaître, malheureusement. T'as eu des idoles? Non, je suis pas dans l'idolâtrie. Non, j'ai eu des admirations. Alors qui? Simone Signoret, c'est vrai. Parce que c'était un personnage exceptionnel et puis une actrice extraordinaire. Et j'ai eu la chance de la fréquenter pas mal puisque j'étais amie avec Catherine, je suis toujours. Des personnages comme ça. Montand aussi, forcément, quel personnage extraordinaire. Mais pas dans l'idolâtrie du tout, l'admiration. Ouais. Albert Camus, qui était d'une simplicité totale, avec un talent multiple, un talent d'écrivain, mais un talent de communication, d'empathie, d'écoute extraordinaire. Je lui ai fait un coup. Albert Camus. Dis-moi. J'avais 20 ans, tu sais, je débarquais à Paris, je faisais les répétitions, et un jour, il aimait beaucoup les femmes, mais enfin, il avait du monde, hein, j'étais pas une cible, j'étais bien trop... Mais il me dit, Evelyne, on se connaît depuis peu de temps, mais ça me ferait très plaisir de vous inviter à dîner. Est-ce que vous seriez libre demain soir? Et je lui ai répondu, oh, je suis désolée, je suis pas libre, parce que j'ai un copain de cours qui m'a invité chez lui, puis il n'a pas le téléphone, donc je pourrais pas le prévenir que je viens pas, et je peux pas lui faire ce coup-là. Moi, j'ai dit ça, c'est lui qui en a reparlé, moi je trouvais ça normal. Il a dit aux autres,
Elle a refusé que je l'invite à dîner pour pas faire faux bond à un copain de cour. Mais c'est pas trop mignon. Mais moi, c'était normal. Ça m'est venu spontanément. Je me souviens encore de ce garçon qui m'avait invité à dîner, qui était un peu amoureux de moi, qui avait 20 ans, qui avait réservé sa soirée. Et à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Oh là 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 là. Mais il n'y avait même pas le fixe. Moi, j'étais dans une chambre de bonne. J'ai attendu 6 mois avant d'avoir le fixe. C'était quoi? C'était la concierge? Quand il fallait te joindre, comment on faisait? Ah bah, je sais, des télégrammes, je sais pas. Un Oui. pigeon voyageur? Qu'est-ce qu'on... Ou de cabine téléphonique, je téléphonais, je sais pas. Mais toi, pour aller contacter l'extérieur, mais si l'extérieur voulait... Bah, j'allais à une cabine téléphonique ou j'allais chez des amis. Oui, toi? Mais Ouais. comment, si tes parents voulaient te contacter, par exemple? Je sais pas. Ils t'envoyaient des signaux de fumée? Je sais pas, oui. Mais tu sais, c'était au tout début, je travaillais pas beaucoup, donc c'était comme je prenais des cours, c'est par le cours que j'avais les rendez-vous. C'était souvent par le professeur, il me disait tiens, il y a un casting, il faut que tu ailles. C'était par ce chemin, par le cours, on avait tous les renseignements. Ça se trouve, il y a Orson Welles qui a voulu t'appeler. Tu l'as... Ah bon. Ah. C'était comment Paris et la France en général dans les années 40-50? Tu saurais me décrire? Alors d'abord 45 ans, j'étais encore en Suisse. Ah mince. Et je suis arrivée en 60, quoi. Alors, c'était comment les Parisiens? Alors, il y avait encore j'étais près de la place, j'étais sur la place de l'Europe, chez mes mamie et mes parents, qui avaient un magnifique appartement, parce qu'il était gérant d'immeuble. Il y avait un somptueux appartement sur la place de l'Europe. Ouais. Il y avait encore des locomotives à vapeur. Oh. Ça faisait gros nuage de vapeur. Ah, la petite ceinture, là Ah non, non. la gare Saint-Lazare. Ah oui, ok. La place de l'Europe, elle donne sur la gare dessous passent les trains qui arrivent à la gare Saint-Lazare, qui est à côté. Ah bah, les fenêtres, ça devait être chouette. Tout était noir. Non, mais toute la ville était noire. Après, il y a Malraux qui est venu nettoyer tout ça, avec son grand pinceau de nettoyeur de génial ministre de la Culture. Ils ont commencé à nettoyer les bâtiments, c'est devenu obligatoire d'entretenir. Ils sont devenus tout à coup très clairs, très beaux. Ah. Mais à l'époque, c'était noir, Paris. Enfin, c'était pas tout noir, mais gris, Ouais, charbonneux, quoi. charbonneux. Et puis, c'était... voilà. C'était pareil, il y avait déjà des embouteillages. C'est vrai. Moi, je prenais que le métro, j'étais une petite piétonne, j'avais pas d'argent. Ouais. Et l'ambiance, de manière générale, c'était comment? Toi qui débarquais? Moi, je débarquais, je Ça trouvais ça super. Bien sûr, j'allais me promener. Tu te rappelles de J'étais choses? pas loin des boulevards. J'allais à Montmartre, bien sûr. Comme j'étais chez un ami de mes parents, on m'a emmené voir Versailles, Eh bah oui. bien entendu. Waouh. Parc Brosseau. Ouais. J'étais voir où avaient habité mes parents parce que je suis suissesse, mais ils ont dû déménager parce que je suis née en 1939. Donc, j'ai été conçue à Paris, sur la butte Montmartre. Yeah. Mais il y a eu la guerre. Donc, mes parents, mon père étant suisse, il a perdu déjà son boulot parce que ce qu'ils vendaient à Paris, c'était des machines qui étaient apportées des États-Unis. Et du coup, il n'arrivait plus. Et du coup, en plus, il était mobilisé parce que les Suisses ne savaient pas qu'ils n'auraient pas la guerre. Donc, on a dû rentrer. Donc, je suis retournée, moi, sur la place Montmartre et j'ai été voir où habitaient mes parents, rue Cortot, au sommet de la butte Montmartre. Donc, j'ai fait des petits pèlerinages Je vois. comme ça, voilà. Familiaux. Ouais. Tu te rappelles de quelque chose qui t'avait marqué par rapport à la Suisse ou quand t'es arrivé ou... Par rapport à ça, moi, j'habitais en ville quand même à Lausanne. J'étais pas complètement... je débarquais pas de la campagne, donc je me sentais bien. Ouais. Mais j'étais en manque de ma famille. Et pas de nature? Non. Non? T'as toujours été Bon, on y citadine? allait, j'allais au parc Monceau, j'allais... non. J'étais beaucoup plus branché sur le théâtre, les cours, le théâtre. Il n'y avait que ça, le reste, je m'en fichais complètement. Ah ouais. Quand on est branché là-dessus, le reste, Ouais, donc c'était un petit paradis pour toi à Paris. c'était parfait. Ben, mon oncle, c'était un ami de mes parents, je l'appelais mon oncle, c'était un couple qui m'accueillait. Il était un peu dur, lui, pas commode. Parce que je téléphonais depuis chez lui à mes parents, et à l'époque, c'était cher. Ah oui? Et une fois, j'ai appelé, je crois, plus de 3 minutes, et il me l'a reproché quand j'ai raccroché. Et moi, j'étais, voilà, ça c'est mon côté frondeur. J'ai dit, mais l'amour, ça se calcule pas, ça se compte pas.
La barbe, je lui dis, oula, j'avais dit la barbe, j'ai dû m'excuser le soir même. C'est vrai que j'écrivais tous les jours à mes parents. Les lettres. Ah, tu vois, donc il y avait quand même une petite nostalgie ou un manque de ma famille. Ta famille. Je m'entendais très bien avec eux et j'avais besoin de leur raconter ce qui se passait. Elle a gardé mes lettres, j'ai un journal. Hein. Tu vois, je te demandais ce qui était mieux avant, mieux maintenant. Si à l'époque, tu avais eu WhatsApp, tu aurais pu faire des conf calls avec tes parents. Ah, c'est sûr que ça aurait été plus simple. Tu vois, aujourd'hui, la distance... Oui, mais en même temps, si tu veux, c'était un lien très fort qui existait, quoi. Mais je te dis, j'ai écrit tous les jours et maman a gardé mes lettres et j'ai retrouvé des lettres où je parle des répétitions avec Camus, que j'avais complètement oublié, des trucs assez marrants. Ouais. Ah ouais. Bah, c'est vrai ça, parce que je pense que les textos sur WhatsApp, on va tous les perdre, alors que les lettres que ta maman a gardées... Ah oui, là, les lettres, elles faisaient 4 pages. Hein. Wow. Je racontais les répétitions et tout ça. Ah ouais. T'as retrouvé des petits trésors? Des trucs, c'est marrant. Il a fait une soirée pour réunir la troupe précédente, parce que ça avait été créé sur Paris, et la troupe pour la tournée, qui était nous. Il a fait une grande soirée, très russe, avec de la vodka, des petits fours, des machins. Ah, ok. Du caviar, j'espère. Et Pierre Vanek est arrivé, lui qui avait joué dans la précédente distribution. Et j'ai écrit ça, mais je ne me souvenais pas. Il est arrivé, puis il a dit « Oh là là, il me semble que vous êtes 2 fois plus nombreux. » Et je lui ai dit « Vous voyez déjà double ?» Et ça l'a fait rigoler. On ne se connaissait pas. Hein. Et j'avais écrit ça. Je me suis dit, tiens, j'ai sorti ça. Voilà, tu avais déjà le sens de la formule. Toi qui as traversé plusieurs décennies, penses-tu que les femmes sont plus heureuses aujourd'hui qu'elles ne l'étaient par le passé, dans les années 50, 60, 70, 80 ? Oh oui, je pense qu'elles sont plus libres. Aujourd'hui ? Oh oui. Elles sont beaucoup... Elles peuvent... C'est quand t'es quand même la femme au foyer. Hein. Est-ce que la liberté mène nécessairement au bonheur ? Non, pas forcément, mais ça donne le choix. Elles ont le choix. Oui. C'est très important. Avant, elles n'avaient pas le choix. Si elles n'avaient pas de boulot, on ne peut pas divorcer, puisqu'elles étaient à la rue. Elles n'avaient aucun recours. Si elles voulaient faire un métier, si le mari n'était pas d'accord, elles ne pouvaient pas travailler. Le droit de vote, c'est pas s'il reste... Hein, ça, le droit de vote, c'est 45-46. Mais avoir un chéquier, un compte, c'est même plus tard. Je crois que j'ai regardé ça l'autre jour, je crois que ça date des années 60, je crois, pour avoir son propre compte. Donc, je crois vraiment que... je parle de liberté, ça ne veut pas dire le bonheur. Le bonheur, c'est très abstrait. Pour chacun, c'est différent, le bonheur. Mais la liberté, je pense qu'elles ont plus de liberté. Incroyablement plus de liberté. Donc, le choix. Alors, elles peuvent choisir d'être malheureuses à leur sauce. Oui, je ne sais plus, j'avais vu un reportage ou une émission Arte il y a un mois ou 2, faite par une femme qui disait « La liberté a-t-elle tué l'amour ?» C'est le titre de l'émission. Ah. Et ils ont exploré ça. Ah voilà, c'est un sujet de thèse. Et c'était bien travaillé. Donc, voilà, pour ceux que ça intéresse. Ça, je n'ai pas d'avis sur la question. D'abord parce que j'ai jamais été mariée, donc j'ai pas de repères de ce genre. Ouais. Je sais pas. Et on n'y Je ne répondra pas répondrai aujourd'hui. pas à cette question. Non, c'est sûr. En conclusion, on nous dit que le monde va mal, que le racisme, que le sexisme, que le patriarcat, que la guerre, que ceci, que cela. Est-ce que rire et s'amuser est une forme d'inconscience ou d'irresponsabilité ? Oh non, pas du tout. Je pense qu'au contraire, il faut savoir se moquer du pire pour en prendre conscience. Je pense que l'humour est toujours utile. La distance, c'est cette fameuse distance qui fait qu'on regarde... je disais que c'est une loupe. C'est vrai et faux. C'est aussi, au contraire, le presbyte qui est obligé de se mettre très loin pour voir et quelquefois de voir de plus loin. On voit, dans l'ensemble, on voit peut-être mieux les choses aussi. C'est une façon d'appréhender la réalité qui permet aussi de s'en affranchir de cette réalité, si elle est trop brutale. De la supporter, peut-être, aussi. Je pense que l'humour, on l'a vu dans les pires guerres,
Les Ukrainiens font plein d'humour en ce moment chez eux, sur eux-mêmes. Les Juifs en ont fait énormément sur eux-mêmes, dans les pires souffrances, parce que c'était aussi une façon de la supporter. Je pense que c'est indispensable. Un remède. Ouais. Merci beaucoup, Evelyne, pour nous Merci avoir à toi. divertis tout ce temps. Est-ce qu'on te le dit souvent, ce merci qu'on te doit? Me dire merci, pourquoi non? Pour nous avoir divertis pendant autant d'années. Ah oui, il y a des gens qui m'envoient des petites lettres. Il faut que j'espère. j'envoie des autographes. Ils envoient la lettre timbrée à l'intérieur, tellement ils sont respectueux. C'est Trop bien, mignons. c'est trop bien. Alors, Oui, sincèrement, un grand merci en lettres majuscules. Continue, t'as trouvé la bonne voie. Allez, salut l'artiste. merci à toi.